Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on plonge dans une alliance vraiment spectaculaire, c'est-à-dire le partenariat entre les plantes grimpaudes et l'architecture. Ces végétaux apportent une verticalité majestueuse à n'importe quel espace. Mais en fait, leur magie repose entièrement sur un héros de l'ombre, le tuteur. Le document de référence utilise une expression parfaite, parlant d'un dialogue silencieux entre le végétal et sa structure. Et c'est exactement ça. Ce n'est pas juste un bout de bois planté au hasard dans la terre. C'est un véritable squelette, une fondation indispensable qui guide le végétal et qui va dicter à la fois la santé de la plante, mais aussi toute l'harmonie de l'espace. Alors, notre plan de route pour aujourd'hui est très simple. On commence par les fondations, ensuite on abordera les règles d'un jumelage réussi, puis on parlera de l'harmonie esthétique avant de passer à l'action avec la fabrication d'un treillis pour finir sur quelques idées de recyclage créatif. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, les fondations et le choix des bons matériaux. En fait, ce choix initial est crucial, puisqu'il dicte tout le reste. On a plusieurs options. Les bois nobles, comme le cèdre par exemple, résistent naturellement à la pourriture tout en offrant un charme vraiment intemporel. Ensuite, on a le bambou, qui apporte une super flexibilité écologique, parfait pour les petits espaces. Et le métal? Eh bien, il fournit la force brute, ce qui est absolument indispensable pour soutenir les feuillages les plus lourds. Évidemment, l'aspect économique entre en jeu et on observe une vraie logique d'investissement. Les structures légères comme le bambou tournent autour de 5 € le mètre linéaire. Le pin traité est un excellent compromis à environ 7,50 €, alors que le métal ou les bois nobles vont plutôt chercher dans les 15 €, mais avec la garantie d'une solidité à toute épreuve. Et c'est là qu'il faut vraiment anticiper. Une jeune pousse de glycine, ça a l'air complètement inoffensif la première année, mais au bout d'une décennie, la force de torsion est tellement puissante qu'elle peut littéralement broyer une structure métallique trop fine. C'est comme un étau. Donc, prévoir la taille adulte de la plante, dès le départ, c'est la règle d'or. Ce qui nous amène à une question super intéressante. Comment est-ce que ces plantes s'y prennent concrètement pour grimper? Parce que pour associer la bonne plante au bon support, il faut absolument comprendre sa mécanique biologique. On passe donc logiquement à la deuxième partie, le jumelage ou comment comprendre la biologie végétale. Prenons d'abord les plantes volubiles, comme le jasmin ou la fameuse glycine. Leur technique à elles, c'est l'enroulement. La tige entière va venir enlacer le support, un peu comme un serpent. Du coup, elles exigent des piliers verticaux très robustes ou des câbles bien épais pour pouvoir s'y enrouler sans rien casser. À l'inverse, on a les plantes à vrille, comme la clématite ou le pois de senteur. Et là, la stratégie est totalement différente. Elles déploient de minuscules filaments ultra délicats. Si on les met face à un gros poteau lisse, elles vont juste glisser. Elles ont impérativement besoin de maillage très fin ou de fils de fer tendus pour pouvoir y accrocher leurs petites vrilles. Ce tableau illustre parfaitement une différence majeure en termes d'entretien. D'un côté, le lierre avec ses racines crampons qui escaladent les murs en totale autonomie, mais avec le risque d'endommager le crépi au passage. Et de l'autre, les plantes sarmenteuses, comme les rosiers grimpants. Eux, ils ne s'accrochent pas tout seuls. Il faut une intervention humaine pour guider et attacher chaque branche au treillis. C'est ce fameux travail de palissage. Maintenant qu'on a bien saisi ces contraintes biologiques, comment est-ce qu'on fait pour transformer de simples supports fonctionnels en véritables éléments d'architecture? C'est précisément l'objet de notre troisième partie, l'harmonie esthétique et la toile structurelle. Chaque structure apporte vraiment une ambiance unique. Les pergolas, par exemple, sont fantastiques pour créer des salons extérieurs ombragés. Les arches vont définir les passages de manière hyper romantique et théâtrale. Et pour ceux qui aiment le contemporain, les câbles en acier inoxydable sont le choix par excellence pour guider la végétation avec un minimalisme absolu, idéal pour des façades modernes. Voici d'ailleurs quelques astuces de designer tirées du document pour vraiment sublimer tout ça. L'idée de peindre les structures avec des couleurs très fortes, comme le fameux bleu clin ou la terracotta, c'est génial pour faire ressortir le vert du feuillage. En intérieur, on peut enrouler de petites guirlandes LED en cuivre autour d'un totem en bambou pour un effet féerique. Et côté pratique, un treillis bien positionné, c'est tout simplement l'arme absolue pour camoufler une vilaine descente de gouttière. Bon, on passe à la pratique. Quatrième partie, passer à l'action en fabriquant un treillis en bois soi-même. Au niveau du matériel, on est sur des classiques du bricolage. Mais attention, il y a un détail absolument non négociable, les vis en acier inoxydable. Si on utilise des vis standards, c'est la catastrophe assurée. Aux premières pluies, des couleurs de rouge vont apparaître et ruiner définitivement l'esthétique du bois. Pour la construction, c'est aussi simple qu'une recette de cuisine en 5 étapes. On mesure et on coupe, on assemble le cadre à l'équerre, on fixe le motif intérieur, on protège le bois avec du vernis,
Et on installe. Suivre cette logique, c'est la garantie d'avoir une structure solide qui traversera les saisons sans broncher. Lors de l'installation, il y a un chiffre magique à garder en tête, 5 à 10 cm. C'est l'écart vital qu'il faut absolument laisser entre le mur et le treillis. Cet espace de quelques centimètres, c'est ce qui permet à l'air de circuler, empêchant les maladies fongiques de s'installer, tout en laissant la place aux tiges de s'enrouler librement derrière le bois. Et on arrive à notre toute dernière partie, les supports originaux et le recyclage créatif. Il y a tellement de possibilités en sortant un peu des sentiers battus. Une vieille échelle posée simplement contre un mur, ça donne un style rustique magnifique. Une roue de vélo suspendue, ça devient un terrain de jeu aérien parfait pour les plantes à vrille. Et même un vieux sommier à lattes, fixé à la verticale, peut se transformer en une toile de fond super graphique. L'imagination est la seule limite. Petite mise en garde tout de même, pour ceux qui adorent utiliser des palettes en bois pour créer des jardins verticaux, il faut toujours vérifier la présence du tampon HT. Ça signifie Heat Treated, donc un traitement à la chaleur et non aux produits chimiques. C'est primordial pour garantir un environnement sain, sans substances toxiques pour les plantes. En fin de compte, le tuteur est bien plus qu'un simple outil de jardinage. C'est vraiment le co-créateur d'une architecture vivante. Alors, au moment de choisir ou de fabriquer le prochain support, la question mérite d'être posée. Quelle histoire unique, quel spectacle botanique a-t-on envie de voir grandir ?